Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le rêve américain d'un couple camerounais a viré au cauchemar. Après une profonde déchirure survenue lors d'un divorce, Christophe Takam, ex-époux, a tué à bout portant son ex-compagne avant de se donner la mort. Ce crime passionnel et ce suicide ont choqué leur famille et l'ensemble des Camerounais, également embrasé la toile. Que s'est-il réellement passé ? Qui était le couple Takam? Qu'est-ce qui explique la recrudescence de tels actes dramatiques au sein de la communauté camerounaise et de la diaspora africaine à l'étranger? Enquête intégrale, témoignage choc à suivre au cœur de ce journal. Sur le théâtre de la crise anglophone, les multiples initiatives gouvernementales peinent à convaincre les partenaires institutionnels du Cameroun. Des parlementaires européens ont déploré un manque de volonté politique pour apporter une paix définitive et durable dans les régions anglophones. Dans un brûlot, ils demandent plus de pression de la part de l'Union européenne pour amener le Cameroun à trouver une solution politique et pacifique à la crise anglophone. Nous en parlerons au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox en télévision. D'abord, cette tragédie qui frappe encore le département du Noun, des personnes qui ont été tuées par un coup de foudre survenu dans l'arrondissement de Bangoura. Elles étaient venues assister à un deuil. Et à Fumban, 2 personnes d'une même famille sont mortes englouties par un glissement de terrain. Le récit des faits avec Mama Soufor et Nadine Yambou. Au village Bangouran, dans le département du Noun, une population consternée au réveil du petit matin. 6 personnes mortes, foudroyées par un coup de tonnerre alors qu'elles venaient assister à un deuil dans ce village. Un témoin vivant de la scène raconte les faits. Hier, c'était comme la magie pour nous. Au moment qu'on nous a appelés, je suis arrivé ici à la maison. Donc, tous les gens qui étaient couchés là-bas, personne n'était pas debout. Donc, c'était comme un miracle pour moi. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu. Parmi les 10 victimes, 5 blessés actuellement internés dans un centre de santé. Si vous voyez vraiment le monde qui sont assis vraiment pour les problèmes de celle tonnerre qui nous est venu vraiment nous mettre dans cette situation. Les 6 personnes ayant trouvé la mort lors du passage du tonnerre figurent 2 femmes et 2 fillettes, toutes déplacées internes de la crise anglophone. Et à Fumban, dans le chef-lieu du département du Noun, une femme et son fils de 8 ans ont été retrouvés morts à la suite de l'effondrement d'un mur de soutènement. C'est le mur qui a frappé le mur. La maman était couchée. C'était à 4 sur le lit. La mère est morte et l'enfant est mort. Selon des témoins, les fortes pluies qui s'abattent ces derniers jours dans cette localité sont à l'origine de ce drame. Nous déplorons également les intempéries. Parce que la pluie hier de 20h jusqu'à 8h ce matin, c'était toujours la pluie et c'est pour cela, avec la gestion des eaux usées et des eaux de ruissellement, c'est ça qui a occasionné à ce que le mur puisse s'affaisser. 2 autres enfants de la victime, âgés de 6 ans et de 7 mois, ont eu la vie sauve grâce à l'intervention des équipes de la Croix-Rouge sur le terrain. Avec le retour des pluies, les populations du département du Noun redoutent que d'autres catastrophes naturelles, avec l'effondrement et des glissements de terrain, ne causent d'autres victimes. La communauté camerounaise est sous le choc aux États-Unis d'Amérique après cette tragédie du couple Takam. Christophe, l'ex-époux, a tué à bout portant Annie Nadège, ensuite il s'est suicidé, laissant ainsi 3 enfants orphelins éplorés. Sous les premières investigations menées dans l'État de l'Ohio aux États-Unis où s'est produit ce drame, notre envoyé spécial, le journaliste Honoré Fomokom, fait le point pour Equinox Télévision. Père Takam, le drame familial des Takam a plongé la communauté camerounaise des États-Unis dans une grande tristesse, une désolation totale, un grand désarroi. Oui, toute la communauté est en émoi. Nul ne comprend ce qui a pu amener Christophe Takam à assassiner son épouse
et à se donner la mort dimanche 14 juin en après-midi du côté de Cincinnati, dans l'état d'Ohio. Cincinnati, pour la petite histoire, est à 2 heures de route de Columbus, qui est la capitale de l'état d'Ohio. En croit nombreux de témoignages des voisins, des proches de ce couple qui battait de l'aile depuis des lustres, il se passe simplement qu'un divorce avait été prononcé quelque temps auparavant, un divorce qui avait été prononcé au tort de l'époux. Mais l'époux avait la latitude de pouvoir venir prendre des enfants et de passer du temps avec eux et de les ramener. Il se passe donc que dimanche 14 juin, c'est quand il est revenu pour déposer les enfants qu'il a commis son forfait. C'est-à-dire, il a assassiné son ex-épouse et il s'est donné la mort lui-même. Alors, c'est quoi cette affaire? Dans les chaumières, beaucoup de choses sont dites. Il se passe que le couple Takam battait de l'aile, comme on l'a dit, depuis un certain temps avant d'arriver au divorce, et que le monsieur Christophe Takam a tout essayé pour amener son épouse à la raison, a tout essayé pour que son épouse ne puisse pas demander le divorce comme elle l'a fait, est même passé par les familles. Lui-même s'est rendu au Cameroun, a envoyé sa famille. Il faut le dire, les deux sont originaires de Bamenjou, qui est un village dans le département des Hauts-Plateaux, région de l'ouest du Cameroun. Et donc, le couple Takam, en croit un nombre de personnes, était donc devenu pratiquement la risée dans la communauté au regard des multiples plaintes de M. Takam. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Nombre de personnes proches de ce couple estiment que Takam n'a pas supporté le fait que le divorce soit prononcé à cette heure, n'a pas supporté le fait que il devrait, en plus du fait que le divorce a été prononcé à cette heure, payer une pension alimentaire pour ses enfants, payer le mortgage pour la maison familiale, la maison du couple. Et ce mortgage, j'entendais, il s'agit du loyer. Et il devait payer ce mortgage-là, donc pratiquement 77% de ses revenus revenaient à la dame. Et donc, Takam n'a pas supporté cela. En plus, cerise sur le gâteau, je vais dire, autant de choses qui ont amené ce monsieur à se comporter tel qu'il s'est comporté, à en croire les témoignages. Il se passe que son ex-épouse était mise avec quelqu'un d'autre, un blanc, et que Takam est arrivé plusieurs fois chez lui et a retrouvé ce blanc-là, et Takam ne supportait pas cela. Vous l'avez suivi, Honoré Fomukom, envoyé spécial dans l'état de l'Ohio aux États-Unis pour en savoir davantage sur cette affaire qui défraie la chronique depuis plusieurs jours entre les États-Unis et le Cameroun. Comment réagit la famille face aux multiples versions qui circulent sur la toile? Qui était le couple Takam? Comment se sont-ils retrouvés aux États-Unis? Qu'est-ce qui explique une telle déchirure au point qu'on arrive à cette tragédie survenue dimanche dernier? Nos reporters, Innocent Abega, Warren de Sylvestre Zangaou, ont mené leur enquête à Douala. Dimanche 14 juin, la police encercle un domicile à Cincinnati, dans l'Ohio, aux États-Unis. Dans cette demeure qui semble pourtant calme, vient de se produire une scène tragique. Christophe Takam, un Camerounais, vient d'ôter la vie à Annie, son épouse durant des années, avant de se suicider. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que ce couple divorcé en arrive là? La belle-sœur de Christophe Takam, qui était proche du couple, partage son avis dans un audio diffusé sur les réseaux sociaux. Mon beau a divorcé de sa femme il y a quelques temps, il y a peut-être moins d'1 an. Vous connaissez l'Europe, on a tout fait. Nous-mêmes, on a essayé d'arranger le problème fatigué. Le gars, il n'était pas pour le divorce. C'est la femme qui a demandé le divorce. On a flatté. Moi-même, j'ai appelé ma épouse, en même temps ma cousine, que mamie, on ne fait pas ça. Elle me dit que tata, vraiment, je ne veux plus rien comprendre. On a tout fait. On a tout fait. Le gars a même pris l'avion, venu ici au Cameroun. Aller chez la famille de la femme. Parler à sa maman, fatiguée, flattée, que maman, on ne fait pas ça. Demande à ta fille d'enlever la plainte, le divorce ici chez nous, c'est très difficile. C'est très difficile. Si je divorce avec elle, je n'aurai plus de vie. Mon beau aussi n'a pas pu supporter le fait qu'on enlève de la maison, une maison qu'il a achetée. La fille pas porter un blanc avec qui elle vit. Selon la même narratrice, c'est la goutte d'eau
qui va déborder le vase. Le gars n'a pas pu supporter. Apparemment, c'était sa semaine pour garder les enfants. Il est donc arrivé, en passant, il a d'abord vu la voiture du blanc, il n'a pas pu supporter. Il nous a appelé et causé avec monsieur. Monsieur lui a dit que ouais, calme-toi, c'est rien, vraiment. Suppose que tu as tout perdu et tu recommences ta vie. Jusque-là, il dit toujours que je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas construire maison, la femme porte un autre homme pour vivre. Donc quand il a vu dans la voiture à la maison, ça l'a alors révolté. Il est allé, c'est comme ça qu'il a ouvert, il a seulement tiré sur la fille, bam, et il a retourné, il a tiré sur lui. Le temps que son premier fils appelle la police, les deux étaient déjà au sol. Pour être un peu plus édifiés sur la vie de ce couple, nous nous sommes rendus au quartier Bepanda Douala, au domicile des parents d'Annie. Nous nous y introduisons dans l'espoir de trouver des occupants. Mais personne n'est présent, juste des chaises qui témoignent des moments de rassemblement depuis la survenue de ce drame. Le voisinage nous apprend que la famille a voyagé pour Bamenju, dans la région de l'Ouest, pour des raids liés à la circonstance. Au téléphone, le papa d'Annie, bouleversé par la mort tragique de sa fille, affirme n'être pas encore à mesure de nous révéler quoi que ce soit. J'ai perdu ma fille et elle n'est pas avec nous. Tant que même les enquêtes extérieures, je ne l'ai pas. Je sais quoi vous dire. Je vais vous dire quoi. Moi, même si dans l'ici, je vais vous dire quoi. Mais alors que sa fille est présentée par certains dans les réseaux sociaux comme une femme qui n'a pas été reconnaissante du bien que lui a fait son époux en l'amenant aux États-Unis, le chef de famille tient à faire quelques mises au point. C'est la famille qui a payé le transport. Et là-bas, elle a fait le crédit pour apprendre le travail. Le papa d'Annie botte donc en touche la version selon laquelle sa fille était totalement dépendante de son époux. Pour le voyage pour les États-Unis, c'est la famille et non Christophe Takam qui a payé le billet d'avion. Et Annie aurait elle-même financé sa formation d'infirmière, martèle son père. D'autres proches du couple révèlent que Christophe Takam usait de violence vis-à-vis de son épouse. Une situation qui aurait poussé Annie dans les bras de cet Américain. Craig Bryson. L'histoire d'amour d'Annie et Christophe Takam, nés depuis des années ici à Bepanda à Douala au Cameroun, s'achève à Cincinnati, aux États-Unis, dans un bain de sang. Un bain de sang dont se souviendront toute leur vie, leurs 3 enfants, dont l'aîné, âgé de 18 ans, très proche de sa mère, lui promet dans un tweet d'être un bon grand frère et peut-être même un père pour ses cadets. Des zones d'ombre persistent encore autour de cette tragédie familiale. Les mobiles réels de ce crime passionnel sont méconnus jusqu'ici. Comment le couple Takam, parent de 3 enfants, a-t-il basculé dans une profonde déchirure ayant conduit à ce divorce? S'agit-il d'une bataille d'intérêts matériels ou une affaire de violence conjugale et d'infidélité ayant mal tourné? Quel était l'état d'esprit de Christophe, l'auteur de ce crime? Dans un océan de spéculation, son ami d'enfance sort de sa réserve et fait des révélations troublantes sur le profil psychologique de Christophe Takam, celui qui a tué la mère de ses 3 enfants. Je vous propose de l'écouter. Le problème de mon ami Takam, c'est qu'il n'a pas pu s'adapter au rôle et aux responsabilités que la société américaine assigne à un mari aux États-Unis. Et c'était une bataille quotidienne. Il en a souffert. Je l'ai aidé, j'ai essayé. Beaucoup de gens dans la ville de Cincinnati et ses amis un peu partout dans le monde diraient probablement la même chose. Nous avons essayé. Mais malheureusement, le divorce est arrivé. En 2018, il ne s'est jamais remis. Pendant toute la période des troubles, j'étais à Washington DC. Je l'ai invité à venir rester avec moi. Takam a refusé. On m'a affecté en République dominicaine où j'ai fait 2 ans. À Saint-Domingue, j'ai invité Takam de venir passer 1 année chez moi. Prendre un peu de l'air, se détendre, réanalyser les choses. Takam n'a pas pu. J'ai parlé avec lui 4 jours avant cet événement. Il m'a dit qu'il ne se portait pas bien, qu'il n'allait pas bien.
Mais je ne pouvais pas imaginer qu'il en arrivait, il devait arriver là. En clair, Christophe était dévasté par ce divorce. Les conséquences sociales et économiques l'ont plongé dans les abysses de la dépression, mais rien ne présageait la survenue de tels actes, ces crimes et suicides. Dans cette affaire, certains Camerounais ont voulu vilipender l'attitude de l'ex-épouse de Christophe, soupçonnée d'avoir abusé et confisqué des biens matériels issus de leur mariage. Selon l'ami de Christophe Takam, Annie était une femme autonome, maternelle, qui s'était battue pour construire le rêve américain de sa famille. Je vous propose d'écouter une fois de plus l'ami d'enfance de Christophe Takam. Je vais vous donner quelques exemples seulement. Je ne me rappelle pas quand Annie avait moins de 2 boulots à la fois. En plus de ses responsabilités de maman, d'éducatrice à la maison, elle avait en plus le temps de suivre un cursus éducatif qui lui a fait devenir ce qu'on appelle aux États-Unis un registered nurse. Donc, je vais vous dire ceci à tous ceux qui sont en train d'écrire des futilités en ligne, que Nadège n'était pas une tontine. Elle était une travailleuse. Elle avait des ambitions. Et en fait, d'entre les deux, je pense que c'est elle qui a compris ce qu'il fallait faire pour vraiment vivre. Pour vraiment vivre le rêve américain. J'ai lu quelque part qu'elle était une tontine et puis que toutes ses études avaient été payées par mon ami Takam et qu'il avait acheté une maison et que c'est une autre personne qui en bénéficiait. La maison appartenait aux deux. Les deux contribuaient de la même façon pour le paiement de l'hypothèque. La dame, elle payait ses études elle-même. J'ai des preuves. Ok? Donc, qu'on laisse ces histoires farfelues, sans base, de côté et qu'on parle de ces individus. Je voudrais vous implorer à ne pas parler de ce que vous ne connaissez pas. Et si vous ne connaissez pas, c'est une base scientifique, logique, très simple. On ne sait pas, on se tait et on pose des questions. On se tait et on pose des questions. Donc, je vous implore une fois de plus à respecter la mémoire de ces deux individus qu'on a perdus dans des circonstances qu'on ne peut pas expliquer. Parce qu'on n'a pas l'espace pour le faire maintenant. Je voudrais qu'on prenne cette opportunité pour discuter en tant que communauté africaine. Après le grand reportage d'Equinox Télévision sur le travail forcé des mineurs dans une carrière artisanale à l'extrême nord du Cameroun, le maire de la ville de Maroua, les sapeurs-pompiers et les autorités administratives sont allés évaluer les risques auxquels les jeunes enfants et d'autres ouvriers sont exposés. Une ceinture de sécurité a été installée, des réunions sont prévues et les autorités envisagent l'interdiction de la présence des enfants sur ces montagnes de pierre aux dernières nouvelles. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus, plusieurs centres délocalisés des tests ont été installés dans la ville de Douala, dans le 1er arrondissement. Des populations se bousculent pour connaître leur statut en relation avec le Covid-19 et quelles sont les mesures prises pour orienter les personnes testées positives en fonction du degré de la maladie. Des précisions avec Robert Mokoubé et Isabelle Carole Zoupet. À peine le nouveau centre de dépistage de Covid-19 ouvre ses portes à l'école maternelle municipale de Deidou,
Plus d'une cinquantaine de personnes sont déjà présentes aux premières heures de la matinée pour se faire dépister et connaître leur statut. Oh, vous voyez, la pandémie est sévie. Donc, du moment où nous vivons cette pandémie et que maintenant nous avions l'opportunité, n'est-ce pas, il faut vraiment saisir l'opportunité qui nous est offerte pour faire ce dépistage qui est franchement gratuit. Cette affluence traduit la psychose du coronavirus qui hante les esprits des habitants de Douala, une ville classée 2e foyer de contamination au coronavirus. L'ouverture de ce centre vise à faciliter le désengorgement des hôpitaux publics débordés de volontaires au dépistage. Notre objectif, c'est faire reculer la pandémie, arriver à un stade où nous aurions 0 nouveau cas. Une fois le dépistage express effectué, l'orientation du patient dépend de ses résultats. Pour celui qui aura un résultat positif, nous allons lui proposer un confinement à domicile. Les personnes qui seront des cas modérés ou des cas sévères vont être orientées vers le centre de prise en charge. Et justement, nous avons une ambulance avec nous qui va procéder à l'extraction de ces personnes-là et les conduire dans les centres de prise en charge. Patients modérés, Covid-19 positifs modérés, nous les proposons un confinement à Yassa dans les logements sociaux. Ce centre de dépistage de Covid-19 de Deido comprend une salle d'accueil et de sensibilisation, un poste de prélèvement, la salle d'attente et enfin la salle des résultats. Ce nouveau centre vient ainsi mettre fin à la longue attente des résultats qui prenaient 2 semaines pour être connus. En ce qui concerne la gestion de la pandémie, le ministère de la Santé publique révèle qu'il y a eu une déperdition de certaines données du fait de l'explosion exponentielle, l'évolution exponentielle de la pandémie du Covid-19. Le ministre de la Santé publique note qu'il a instruit les équipes techniques en charge de la riposte de mener un travail conséquent de reconstitution des différentes données à travers l'exploitation des informations et des différentes fiches qui ont été faites au niveau local dans les différents laboratoires, formations sanitaires et structures de suivi des contacts Covid-19. Il précise également que le Cameroun a déjà enregistré près de 10 638 cas confirmés positifs et près de 7 548 cas guéris. Quant aux 2007 personnes testées positives, mais étant asymptomatiques, le ministre de la Santé publique note que leur suivi est assuré par des centres dédiés, a-t-il fait savoir dans une communication rendue publique ce jour. Le ministre de la Santé publique qui note qu'il y a eu une déperdition de certaines données relatives à la gestion de la pandémie et que ces données seront reconstituées. La Chine annonce, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, que les pays africains seront servis en priorité si elles découvraient un vaccin contre la pandémie du Covid-19. À l'initiative du président de la République populaire de Chine, un sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité contre la pandémie s'est tenu par visioconférence. Durant cet échange avec certains chefs d'État africains, le président chinois a annoncé l'annulation des prêts sans intérêt afin de permettre à certains pays africains d'orienter à nouveau ces financements vers la lutte contre la pandémie de Covid-19. Compte rendu avec Cyril. La Chine et l'Afrique mutualisent leurs efforts dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. C'est à la faveur du sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité contre le Covid-19. Convoqué et présidé par visioconférence par Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, le sommet a égrené un ensemble d'actions à mener conjointement par la Chine et les pays africains afin de combattre le virus. Le sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité contre le coronavirus marque le point de départ de la réalisation des engagements que nous avons pris au sommet de Beijing, de jouer notre partition dans la coopération internationale contre le Covid-19. Je suis convaincu que l'humanité viendra à bout de ce virus et que les peuples africains et chinois connaîtront bientôt des lendemains meilleurs. Dans un premier temps, la Chine annonce l'annulation des prêts sans intérêt arrivant à échéance fin 2020 des pays concernés par le Forum sur la coopération sino-africaine FCSA. La Chine se dit également prête à travailler avec la communauté internationale, notamment les pays du G20,
pour accroître le soutien aux pays africains durement touchés par le virus et soumis aux fortes pressions économiques en rallongeant les délais de remboursement de leurs dettes. Parlant des équipements de lutte contre la pandémie, la Chine ne cache pas son intention de fournir du matériel aux pays africains et d'y envoyer des groupes d'experts médicaux. L'Empire du Milieu fait savoir qu'elle va accélérer la construction des hôpitaux d'amitié Chine-Afrique et favoriser les partenariats entre hôpitaux chinois et africains. Convaincu que ces efforts contribuent à bâtir conjointement une communauté de santé Chine-Afrique, Xi Jinping annonce que si d'aventure la Chine trouvait un vaccin contre le coronavirus, les pays africains seront servis en priorité. Les participants au sommet extraordinaire Chine-Afrique contre le coronavirus arrivent à la conclusion que la solidarité et la coopération sont l'arme la plus puissante pour vaincre le virus. Nos propositions sont en ligne avec la tendance mondiale, bénéficient aux efforts internationaux contre la pandémie, protègent les intérêts communs des pays en voie de développement dont la Chine et les pays africains et soutiennent le multilatéralisme. Le succès de ce sommet nous pousse à croire que les liens sino-africains éprouvés pendant la pandémie vont se renforcer et les racines de notre amitié vont s'enfoncer plus profondément. Tout en se disant prête à travailler avec l'Afrique pour préserver le système de gouvernance mondiale centré sur les Nations Unies et à soutenir l'OMS afin qu'elle apporte une plus grande contribution à la lutte mondiale contre le Covid-19, la Chine déclare qu'elle est opposée à la politisation de la pandémie, à l'étiquetage du virus, à la discrimination raciale et aux préjugés idéologiques. Après 3 ans et demi de guerre dans les régions anglophones, le gouvernement a pris des initiatives pour apaiser les tensions, malgré l'organisation d'un grand dialogue national en 2019 et l'annonce d'un plan présidentiel pour la reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest. La paix définitive n'est pas toujours de retour dans cette partie du Cameroun. Selon des parlementaires européens, ces mesures gouvernementales sont trop limitées. D'autres initiatives présidentielles ne sont pas totalement mises en application faute de moyens ou de volonté politique au regard de l'enlisement de la crise anglophone et les restrictions menées à l'encontre des défenseurs des droits humains tels que Christian Penda Ikoka, convoqué à la police judiciaire pour avoir récolté des fonds pour lutter contre la Covid-19 et Félix Arbor-Congo, reconnu à travers l'Union européenne pour son combat pacifique pour la résolution de la crise anglophone. 29 députés européens ont adressé une lettre aux hauts représentants de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Dans ce brûlot, ils exigent que l'Union européenne utilise tous les leviers pour amener le Cameroun à trouver une solution pacifique et durable à la crise anglophone et soutenir le Cameroun dans ses efforts démocratiques, dans ses réformes démocratiques et l'amélioration de la protection des droits humains et des minorités. Dans le calendrier des activités de l'Union européenne, ces députés européens exigent que le dialogue politique entre l'Union européenne et le Cameroun soit maintenu en juin 2020 et que toutes les préoccupations doivent être abordées avec le gouvernement camerounais. Dans le reste de l'actualité, le vol des voitures de marque Toyota prend de l'ampleur dans les principales villes du Cameroun. La police vient d'interpeller des spécialistes en la matière. Elle a pu identifier leur mode opératoire. D'autres précisions avec Innocent Abega et Jean-Paul Chouniat. C'est l'histoire d'un réseau de vol et vente de véhicules entre Douala et Yaoundé, œuvre d'un gang de malfrats en action depuis 2015. Avec à son actif plusieurs victimes dépouillées de leurs voitures. Le véhicule de trop qu'il met à découvert, c'est ce pick-up blanc, immatriculé littoral 244 IS. Nous avons été saisis par le responsable de la société du dit véhicule pour nous signaler que son véhicule venait d'être volé à Yaoundé et que son véhicule probablement était en train de prendre la direction de Douala. Volé au quartier Sam à Yaoundé, l'engin à 4 roues est intercepté à Douala par le groupement mobile d'intervention, aidé par un opérateur de tracking GPS. Et nous avons tracé le véhicule à partir de Yassa. Nous avons pu repérer le véhicule entre 4h et 4h30. Nous avons pris en filature. Nous avons localisé le véhicule où il était garé. Et voici le jeune Aboubakar Mohamed alias Abou, repris de justice et premier suspect, qui a conduit le véhicule jusqu'à Douala.
Il se sert d'une clé passe-partout pour démarrer tout bolide sur son chemin. On t'a interpellé en route au cours de ton voyage? Non. Tu refusais de t'arrêter ou bien on t'a pas interpellé? Non, il y avait beaucoup de circulation aujourd'hui. J'ai eu juste relation. Je profitais derrière le gros passer. Garé au quartier Noubel, devant le domicile de Aboubakar Ali Abba, présenté comme facilitateur dans la transaction, les deux complices sont pris à bord du pick-up volé au moment de se rendre sur le lieu de vente. Une planque a été organisée autour du véhicule et c'est ainsi qu'aux environs de 9h, 9h30, une embuscade a été tendue et ça a mordu. Sur le champ, le studio est perquisitionné. Armes blanches, gris-gris, cannabis, produits facilitant des disparitions miraculeuses, 5 téléphones portables et appareils électroniques découverts. Rendu sur le lieu de vente, le chef de gang Aboubakar Mohamed fait appel à son client de longue date. Le receleur Abdoulaye Amadou alias Tchek se pointe pour une autre belle affaire, mais tombe nez à nez, à sa grande surprise, sur les hommes du commissaire Jacques-Roger Méfiré. Au téléphone, il me dit qu'il est en train d'amener une voiture. Là, j'ai dit il n'y a pas de problème, après je vois. Comme il est monté maintenant, il m'a appelé, j'arrive ici là, je vois que c'est les antigangs qui m'arrêtent. Tu venais comme ça acheter? Oui, je venais voir d'abord. Pour acheter? Oui, je n'ai pas l'argent pour le moment. Ouais, tu venais pour avoir, pour acheter? Non, je venais voir pour lui trouver quelqu'un qui va acheter. Non. Il ne faut pas que je m'imagine. Je n'ai pas un franc. Attends, ce n'est pas ça le problème. Conduit dans les locaux du GMI à Bonanjo, le receleur tente de mentir. Hélas, la vérité le rattrape. Bon, la première voiture que tu l'as livrée, c'était quelle voiture? Il y a la toute première voiture, ça là, c'est 2015, c'est 2017. Quelle marque? C'était la RAV4 qui vous dit. Bon, deuxième. Bon, il y a la Starlet. Oui, troisième. Il y a la Carina. Oui. Maintenant, ça c'était le quatrième. Oui. Une fois mis aux arrêts, les 3 mousquetaires sont transférés à la division régionale de la police judiciaire du littoral pour complément d'enquête sur d'autres cas de vol de voitures déclarés. Et je demande aussi à l'occasion aux populations de toujours coopérer avec nous. Nous avons tous les numéros possibles. Le 117, le 1500, je crois que le délégué général a mis tout à la disposition de la population pour que nous soyons généralement informés à temps. Et sur le terrain, les investigations se poursuivent dans l'espoir de mettre main sur le 4e larron de la bande, encore en balade dans la nature, sous le ciel de Yaoundé. La dernière nomination au sein du Conseil supérieur de la magistrature constitue une véritable provocation aux yeux du député Jean-Michel Nitieux. Le président régional du SDF pour littoral déplore le fait que l'équilibre régional ne soit pas respecté dans ces dernières nominations. Pourtant, le gouvernement s'en vante plusieurs fois lors de ses sorties médiatiques publiques. Dans son communiqué, le député Jean-Michel Nitieux insiste sur le fait qu'aucun ressortissant anglophone ne figure dans les dernières nominations concernant le Conseil supérieur de la magistrature. Il déplore le fait que plusieurs autres ressortissants des différentes régions du Cameroun sont de plus en plus oubliés dans les nominations au sein de certaines institutions, à l'instar de ce Conseil supérieur de la magistrature. Il interpelle le gouvernement camerounais en insistant sur le fait qu'ils ne doivent pas jouer avec le feu et que les Camerounais restent vigilants, a-t-il martelé dans son communiqué, un communiqué signé Jean-Michel Nitieux, député SDF et président régional du SDF dans la région du littoral. Un public reportage dans ce journal. Orange Cameroun se mobilise toujours aux côtés du gouvernement camerounais pour la riposte contre la pandémie du Covid-19. Après avoir offert au ministère de la Santé publique près de 100 millions de francs CFA, cette entreprise de téléphonie mobile a offert un stock d'équipements d'une valeur de 80 millions de francs CFA. Objectif, contribuer à la lutte contre la pandémie du Covid-19. Reportage. Le geste traduit l'appui supplémentaire de la Fondation Orange à la lutte contre le coronavirus au Cameroun. L'entreprise de téléphonie mobile, qui avait déjà donné un premier appui de 100 millions de francs CFA, apporte cette fois 80 millions pour porter le total de sa contribution à 180 millions de francs CFA. Conscients de l'impact du Covid-19 sur les plans sanitaires, social et économiques, nous n'avons pas attendu pour nous associer aux efforts des pouvoirs publics afin de garantir à tous
l'accès à une prise en charge sanitaire de qualité. Nous n'avons pas attendu et nous nous sommes engagés début mars. Nous avons eu l'occasion d'échanger et aujourd'hui, l'occasion qui nous réunit nous permet de matérialiser cette collaboration. Nous offrons les dons que nous avions promis. Dans les détails, la Fondation Orange offre des aspirateurs chirurgicaux, des extracteurs d'oxygène, des moniteurs multiparamètres, un oxymètre de poule, des humidificateurs, des électrocardiographes et des visières de protection. Un total de 2000 appareils qui représentent 40% du matériel promis, les 60% restants devant être acheminés dans les prochains jours. Je ne suis pas peu fier, Monsieur le Ministre, de vous remettre symboliquement ce jour une première partie de la dotation d'Orange Cameroun qui représente 40% du matériel promis, avant la mise à disposition du comité dont vous pilotez les actions, des 60% restants dans lesquels nous aurons des respirateurs, des défibrillateurs, des pompes volumétriques, tous ces équipements qui demandent du temps avant de pouvoir être importés. Dès demain, vous aurez une partie de ces équipements et nous espérons réceptionner avant la fin de ce mois la totalité du lot. Appui considérable dans la lutte contre la propagation du coronavirus au Cameroun. Le don de la Fondation Orange est apprécié par les pouvoirs publics. Il y a cela quelques temps, depuis mars d'ailleurs, je vous ai fait part de ce qui pourrait être des priorités pour nous. Et je suis heureux aujourd'hui que ces choses sont en train d'être acheminées au Cameroun. Je suis content de constater que cette solidarité nationale, cette solidarité internationale est en train de jouer pleinement pour que ensemble tous les peuples du monde se mobilisent et barrent la voie à cette pandémie. Mais à travers la fondation qui porte son nom, Orange Cameroun ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. L'entreprise citoyenne a séquencé sa contribution à la lutte contre la propagation du coronavirus au Cameroun en 3 phases. La dernière est annoncée pour le mois d'août prochain. Orange. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. L'honorable Jean-Michel Nitieux affiche son mécontentement après la nomination au Conseil supérieur de la magistrature. Il constate qu'il n'y a pas un respect de l'équilibre régional, pourtant vanté plusieurs fois par le gouvernement. Dans sa déclaration, il note que les ressortissants de la région de l'Ouest ne figurent pas parmi les personnalités nommées au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Pourtant, fait-il savoir, il y a des ressortissants des 2 ressortissants d'une même région qui se retrouvent dans la liste. Pour lui, il rappelle que cette exclusion avait ainsi été observée pour les ressortissants des régions anglophones et avait débouché à une crise que connaît jusqu'aujourd'hui le Cameroun. Il appelle les autorités camerounaises à ne pas jeter de l'huile sur le feu, les interpellant sur l'enjeu de respecter l'équilibre régional et de prendre en compte toutes les composantes de la société camerounaise lors des nominations dans des fonctions au sommet de l'État. Drame de Cincinnati aux États-Unis, encore des questions sans réponse après la disparition des Takam. Vous avez suivi cette enquête intégrale d'Equinox Télévision qui est revenue sur les réelles motivations de ce crime passionnel et de ce suicide inexpliqué. Ses proches n'ont pas voulu s'exprimer, pourtant certains sont sortis de leur réserve pour expliquer l'état d'esprit de Christophe Takam, l'auteur de ce crime, celui qui a assassiné la mère de ses 3 enfants, divorcés depuis près de 2 ans. Il n'a pas supporté cette rupture, cette déchirure d'une famille qui rêvait de concrétiser son rêve américain. Aujourd'hui, c'est un véritable cauchemar. La famille est allée au village à Bamenjo pour effectuer des rites traditionnels après cette disparition de 2 personnes importantes dans la famille. Les enfants veulent se reconstruire. L'aîné, ayant 18 ans, a promis à sa mère et à son père d'encadrer ses cadets. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous lundi, 20h.